des eaux usées, puis ne pas permettre de le faire reconstruire, lorsqu'on sait que l'ONU, l'Office de secours et de travaux des Nations unies à Gaza, M. Nordal, nous a dit qu'ils ont été capables d'amasser 93 millions de dollars dans la communauté internationale pour reconstruire les éléments de base essentiels, comme par exemple le centre d'épuration des eaux usées, les écoles, certains ministères qui aident à l'industrie de la pêche, on va y revenir à ça. Mais on ne peut pas les construire, parce qu'Israël ne permet pas aux matériaux de construction de traverser le blocus. On a des questions à se poser. Là. Le Canada, il est où là-dedans comme nation, là? Comme pays, comme allié? C'est le Parlement palestinien, qui a été construit, soit dit en passant, avec une aide importante de l'Union européenne. J'ai posé la question à M. Nordal, lui qui est là depuis 9 ans. Il en a vu des choses depuis 9 ans à Gaza. Lorsqu'Israël vient détruire l'aéroport canadien, l'aéroport palestinien à Gaza, construit avec l'aide canadienne en 2005, quand on voit toutes les destructions de 2008-2009, les 22 jours là, de la guerre, là, que ce soit des constructions de pays de l'Union européenne, que ce soit même les États-Unis ont mis de l'argent là-dedans pour aider au niveau humanitaire, le Canada, on pense à l'aéroport, etc. À un moment donné, ces pays-là, ils ne se lèvent pas et ils disent « Hey, regarde Israël, tu as détruit l'aéroport, non? Reconstruis-la. » D'autant plus qu'on ne reconnaît pas l'invasion que tu as faite. Regarde Israël, tu as détruit le centre d'épuration des eaux usées, là. Tu vas faire partie de la solution pour le reconstruire. Puis on peut aller comme ça. Pourquoi? Je demandais à M. Nordal, il ne pouvait pas me répondre le pourquoi, mais est-ce que le débat a lieu? Et il m'a répondu de façon candide, il a dit, « M. Nadeau, ça fait 9 ans que je suis ici, ça fait 9 ans que je me pose la même question et je n'ai toujours pas de réponse. » La solution, il faut qu'elle vienne du plan international aussi, là. Hein? Il y a quelqu'un qui agit ici pour détruire la Palestine. Il faudrait peut-être le remettre à l'ordre. Sinon, on est complice, à ce que je sache et que je comprenne en toute justice. On continue. C'est toujours le même édifice, vu d'un autre angle. Maintenant, camp de réfugiés, c'est un nouveau camp de réfugiés créé en janvier 2009. Ce sont des tentes. Ici, c'est le quartier central. Vous voyez les tentes qui ont été fournies par l'ONU. Les tentes sont des tentes de bonne qualité pour faire du camping au Québec. Quand on fait du camping, tu sais, à tous les 5 jours, on change de place, puis on fait du camping 30 jours par année. Ce sont des bonnes tentes de cette qualité-là. J'aime le camping, j'en fais. Mais pour que ça devienne des demeures permanentes, elles sont érodées par le soleil, elles sont érodées par le vent. Vous voyez, il y a du sable. Ils sont obligés de laisser les tentes fermées pour pas que le sable rentre à l'intérieur. Et la moyenne d'habitants par tente est de 7. Il y en a qui viennent à bout d'aller chercher dans les débris des matériaux pour se construire des hangars adjacents pour agrandir l'habitation, si on veut. Nous sommes allés à l'intérieur d'une des tentes rencontrer une des familles. C'est un slow cooker, là. La tente fermée, là, il fait chaud là-dedans. Mais les enfants, ils dorment l'après-midi quand ils sont tout petits. Vous connaissez? Donc, quand ils viennent à bout de créer avec de la tôle et puis un peu de 2x4 qu'ils peuvent trouver, des rallonges, faire en sorte qu'il y ait l'aération vers le haut pour pas que le sable rentre à l'intérieur, ça l'aide. Mais c'est pas évident. Encore une fois, vous voyez ici le véhicule, là, vous voyez en arrière là, des gens qui rallongent la tente. Vous voyez un peu, là. Ici, vous avez Kim Elliott de Code Pink. Et vous avez ici Levi Davis en avant. Disons que ce n'est pas eux autres que je visais, mais ça qui était dans la photo. Des collègues.
250 familles. Un siège de toilette et une douche. Vous voyez le bidon, lui, il ne faut pas se fier au blanc que là, mais c'est des bidons noirs. Vous voyez, il y en a 3. Là. Puis vous voyez les tuyaux, là, c'est pas de la grosse pression. Et faut-il qu'il y ait de l'eau pour pouvoir se laver? Depuis février dernier. Nous sommes sur les plages. Heureusement, et je vais le dire, on pourra en discuter tantôt. Je ne sais pas combien il me reste de minutes, là, M. Larry, comme tel. Mais heureusement que l'ONU est là. L'ONU, il y a 1 500 000 Palestiniens à Gaza. L'ONU s'assure d'en nourrir la moitié chaque jour. L'ONU s'organise, ils ont une année scolaire qui ressemble à notre année scolaire, donc ce qui est notre été est leur été, puis les enfants, ils font des camps d'été avec les enfants. Vous avez ici un Palestinien de Gaza qui est responsable du camp pour les enfants. Le matin, ce sont les filles, l'après-midi, ce sont les garçons. Vous avez la responsable américaine de l'ONU, votre humble serviteur. Écoutez, là, c'est le paradis là-bas. Là. Je ne parle pas de qu'est-ce qu'ils vivent. Je parle de la mer Méditerranée. Il ne pleut pas de moustiques. Le vent. C'est fantastique. On en a fait un enfer. Ces enfants-là, qu'on va voir, prochaine photo, regardez le visage de ces enfants-là, tous des terroristes. Excusez. Tous ces enfants-là qui sont des jeunes Palestiniens, sont curieux. Qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Je leur ai expliqué que je venais d'un pays où l'hiver, sur les rivières, l'eau gèle, les camions et les voitures peuvent rouler, qu'on s'habille comme des ours, parce qu'il fait tellement froid que si on ne fait pas attention, le bout des oreilles peut nous geler. Et je leur ai demandé s'ils voulaient venir dans mon pays. Ils ont dit non. Je les comprends. La Méditerranée, écoutez, ça c'est l'espoir. Si j'ai bien compris les chiffres de l'ONU, c'est 58% des Palestiniens ont moins de 18 ans. Hein? Il y a de la vie, là. Mais ça peut être une bombe à retardement si tu ne la traites pas comme il faut, cette vie-là. Ils voient des choses, ils entendent des choses. On a rencontré un psychiatre, M. El Sarraj, ou Serraj, de Gaza, qui nous expliquait le post-traumatisme de ces enfants-là, qu'ils vont vivre toute leur vie, ainsi que la génération qui vont suivre. Parce que pour eux autres, l'autorité du père n'existe pas. Si on fait de la psychologie 101, l'autorité de celui qui doit me défendre n'existe pas. C'est la mitraillette qui existe, c'est le sang, c'est les bombes, le phosphore ou les autres. C'est le tank, c'est le F-18. Quand il rentre dans la maison prendre mon frère le plus grand, mon père ne peut même pas empêcher son fils de se faire prendre parce qu'il y a une mitraillette devant en face. Dans la tête de ces jeunes hommes-là, l'univers de violence est immense. Lorsqu'on me dit qu'on veut détruire le Hamas, puis qu'on a détruit, et j'ai fait la liste tantôt, vers qui est-ce qu'on pousse ces jeunes hommes-là? Vers quelqu'un, à un moment donné, qui va vouloir assurer sa sécurité. Il y a une dame qui disait à Mme Shenstone, toujours de l'ONU, qu'on a rencontrée à Jérusalem-Est, qui faisait des cauchemars de savoir que ces petits garçons, c'est plus que des petits garçons, des adolescents vont devenir des jeunes hommes. C'est quoi leur futur? Vers où ils vont aller? Qu'est-ce qui est leur avenir? Comment pourront-ils s'exprimer dans ce monde-là? Est-ce qu'ils vont être capables de s'instruire convenablement pour avoir une job? Parce qu'on sait que l'intégration à la vie, c'est par le travail à un moment donné quand tu es instruit. Alors, c'est l'avenir de Gaza, c'est l'avenir de Cisjordanie, c'est l'avenir de la Palestine. Vous l'avez, l'avenir de la Palestine. Hein, c'est toutes ces questions-là que moi, je me pose comme pédagogue, comme prof, comme député, comme être humain.